Bonjour et bienvenue pour cette session 21. Jusqu'à 10h, on va évoquer les entreprises face aux transitions numériques. Session présidée par Anne Perrault. Bonjour Anne, membre du Cercle des économistes. Avec nous, pour en parler, nous sommes avec Ming Po Kai. Bonjour Ming Po Kai. Bienvenue. Prenez un micro pour que tout le monde vous entende. Vous êtes le président fondateur de KT Capital Private Equity, fonds d'investissement franco-chinois fondé en 2008. Pascal Imbert également avec nous. Bonjour Pascal. Bonjour Nicolas. Bienvenue, président fondateur de Wavestone, cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises. À ma droite, Bertrand Rambaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Ciparex, vous êtes un groupe de capital investissement, vous accompagnez des startups, des PMI, des ETI. Je n'ai pas vérifié le chiffre, mais vous avez 2 milliards 200 millions d'euros sous gestion à peu près ? Un peu plus. Un peu plus, mais c'est toujours un peu plus parce que le chiffre est forcément invalidé par le temps. Papa Amadou Sarr, bonjour. Bonjour Nicolas. Il est ministre délégué général à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes au Sénégal. C'est une structure voulue par le gouvernement sénégalais pour dynamiser l'entrepreneuriat au Sénégal. Et en ligne avec nous, Jung Zhang. Hello Jung Zhang, do you hear me? Jung Zhang. Oui, je vous entends. Fudan, you will be the first in a few minutes to give us the vision of China, of the digital transformation in China. You will have 5 or 8 minutes. C'est l'une des 3 plus importantes universités chinoises qui est installée à Shanghai, et Jun Zhang avec nous est doyen de la School of Economics de l'université de Fudan. Les entreprises face aux transitions numériques, je donne la parole à Anne Perrault pour introduire cette session numéro 21. Merci Nicolas. Alors peut-être pour juste structurer un tout petit peu les idées et le débat, les entreprises face au numérique, c'est d'abord le numérique dans l'entreprise. Dans l'entreprise, le numérique induit des tas de changements technologiques qui sont liés à l'exploitation des données, et d'abord des données propres de l'entreprise. Le micro, Anne, le micro. Évidemment. C'est la transformation de la manière de faire, mais c'est aussi le fait de proposer des nouveaux services et des nouveaux produits aux clients. Et puis, on en a parlé hier dans certaines sessions, c'est la transformation des emplois. Alors, on a entendu hier la phrase « le numérique fabrique des bad jobs ». Alors, c'est évidemment vrai, hein, on pense aux entrepôts Amazon ou des choses comme ça, mais on oublie qu'il supprime aussi des bad jobs, hein, parce que dans l'ancien monde, il n'y a pas que des good jobs, il y a aussi beaucoup de bad jobs qui ont été supprimés par le numérique, pour le meilleur ou pour le pire. Et surtout, ce qu'on peut anticiper, c'est que le numérique va transformer aussi les emplois de bonne qualité. Hein. Si on pense à l'introduction du numérique en droit ou en médecine, ça va profondément transformer le métier des avocats et celui des magistrats, celui des médecins et celui de beaucoup d'autres professions dites de niveau supérieur. Alors qu'est-ce que ça va induire exactement comme transformation à l'intérieur de l'entreprise? On pourra en discuter. Le numérique, les entreprises face aux transitions numériques, c'est aussi un paysage différent pour les clients de l'entreprise. Et je dirais peut-être qu'une des choses que le numérique permet sur les marchés, c'est que les clients ont plus facilement accès à des services dont ils pouvaient être privés auparavant. Alors, il y a à la fois des nouveaux services, mais il y a aussi l'accès à des anciens services. Alors, évidemment, on peut penser au commerce électronique, qui est peut-être la manière la plus immédiate de voir les choses, mais il y a évidemment beaucoup d'autres choses, que ce soit se procurer des films, de la musique ou d'autres choses. Donc là, il y a à la fois transformation du produit lui-même et transformation du service rendu. Alors évidemment, pour les clients, tout ceci se fait au prix du fait qu'on laisse énormément de traces numériques lorsqu'on achète en ligne ou lorsqu'on navigue, tout simplement. Donc on pourra se demander quel danger cette accumulation de données personnelles représente. Alors, avec des questions dont la réponse n'est pas évidente. Par exemple, la publicité ciblée, est-ce qu'il vaut mieux avoir de la publicité ciblée que de la publicité qu'on aura de toute façon, mais non ciblée? C'est une question. Alors en France, la CNIL joue un rôle plutôt protecteur, mais on lui reproche aussi d'entraver les initiatives des entreprises et parfois même de brider la concurrence. On pourra en reparler. Et puis enfin, le numérique, c'est le numérique dans l'environnement de l'entreprise. Alors l'environnement de l'entreprise, c'est l'entreprise et ses concurrents. Et on abordera les sujets concurrence qui sont évidemment cruciaux, puisque le numérique favorise la constitution de plateformes de grande taille qui ont tendance à la fois à prendre des parts de marché importantes sur leur marché d'origine, mais aussi à
avaler toute une série de services connexes pour fabriquer des plateformes multiservices de très grande taille. Comment lutter contre les GAFA, pour aller vite en un mot. Il y a des initiatives européennes qui visent à réguler les plateformes qui étaient jusque-là soumises au simple droit de la concurrence. On en dira certainement plus tout à l'heure. Et puis, il y a l'environnement de l'entreprise au sens environnement, tout court. Est-ce que l'environnement est préservé par le numérique ou est-ce qu'au contraire, le numérique représente des dangers pour la transition énergétique? Si on pense par exemple à la technologie des blockchains, on voit que la réponse à cette question est probablement pas univoque non plus. Donc c'est un petit peu de tous ces sujets que nous allons discuter. Et j'ai oublié de vous présenter Isabelle de Silva. Pardonnez-moi Isabelle. Bonjour Nicolas. Vous êtes présidente de l'autorité de la concurrence. Zhongzhang in Shanghai. You have 5 minutes, 6 minutes to speak about digital businesses in China. Hello, Oui, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir m'exprimer, vous parler de la transformation numérique en Chine. Je suis dans mon bureau ici à l'université de Fudan. Et alors, je regrette de ne pas être avec vous en Provence cette fois-ci. Mais c'est quand même un plaisir de vous voir tous grâce à cet outil. Et ça, on peut considérer que c'est une des retombées positives de cette transformation numérique. Permettez-moi de commencer avec une brève introduction sur l'économie numérique en tant que nouveau phénomène dans l'économie chinoise. Bien que la Chine soit entrée dans ce processus plus tôt, donc ce processus de transformation numérique, notamment par le biais du commerce électronique, ça fut fait il y a 20 ans en Chine, je me souviens encore. Quand cela est advenu, et nous avions un degré d'activité extraordinaire à l'époque qui permettait à tout le monde d'aller faire ses courses en ligne au lieu d'aller dans des commerces physiques. Donc ça s'est produit assez précocement et c'était déjà eh bien, l'économie numérique. Donc c'était il y a 20 ans. Le commerce électronique donc existe depuis 20 ans en Chine. Et cela est vrai de presque toute la Chine. Et étant donné la taille de la population chinoise, vous pouvez imaginer ce que cela représente. Même dans des villages, des provinces de toute la Chine, eh bien, on peut utiliser son téléphone portable pour donc aller faire ses courses en ligne. Ça a tant d'avantages. Donc du point de vue du commerce électronique et du service aux consommateurs. Je pense qu'en Chine actuellement, on note une évolution assez rapide vers la numérisation de l'industrie, en particulier dans le secteur de la production manufacturière. Il y a beaucoup de plateformes qui ont été créées dans l'industrie, dans le secteur industriel en Chine. Et donc, le périmètre d'application de la technologie Internet s'est extrêmement développé et dans des grandes villes
comme Shanghai, Xinjiang. Il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur industriel, se sont développées à un rythme effréné grâce à ce que leur apporte la technologie numérique. Donc il y a, en ce qui concerne l'économie numérique en Chine, on s'est développé d'abord en partant du secteur donc, des consommateurs pour eh bien, gagner ensuite l'industrie et faire émerger de nouveaux modèles donc d'entreprise. Voilà en quelque sorte ce que l'on peut voir à la surface en ce qui concerne l'économie numérique en Chine. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, on estime qu'un tiers de la valeur générée eh bien, aurait pour source l'économie numérique. Il y a un certain nombre de centres, de hubs industriels qui ont émergé en Chine du sud au nord et d'ouest en est. L'économie numérique, donc, à ma connaissance, est véritablement un nouveau moteur de croissance économique en Chine. Et le gouvernement y a prêté énormément d'attention donc à cette transformation numérique et en particulier dans le secteur manufacturier. Alors je ne fais que souligner ici quelques faits en termes de transformation numérique de l'économie chinoise. Mais il y a bien sûr tout ce qui est sous-jacent à tout cela. En termes de cadre politique, je crois que beaucoup de gens sont un peu inquiets. Le cadre des politiques n'a pas forcément été très clair en Chine jusqu'ici. Quand on regarde en arrière, il y a 20 ans, il n'y avait aucune recommandation, aucune ligne politique qui donc présidait à la création de ces entreprises dans l'économie numérique. Ça a été une sorte de génération spontanée pour ce qui concerne le commerce électronique, notamment, qui est venu de la base. Et quelque chose s'est produit quand Alibaba a émergé avec le paiement mobile. Il y a 15 ans, personne ne pensait qu'Alibaba avait le potentiel de faire cela. Et on ne savait pas si cela se révélerait pérenne ou non. Ce paiement en ligne, ce système de paiement en ligne, je me rappelle l'année dernière, je suis allée rendre visite à un petit musée d'Alibaba, ce qui m'a permis de voir eh bien, les dispositifs, les terminaux qui étaient utilisés à l'époque, il y a 15 ans, par un nombre restreint de personnes. Et donc, ça a été développé. Donc, sur la base d'une idée, on a développé ces terminaux pour donc, les mettre au service des consommateurs. Et I think it's possible to conclude, Juzan. Alibaba represent the new big stick. Et donc vous voyez que ça n'a pas bien sûr eu d'incidence uniquement sur le commerce électronique, mais que ça s'est étendu à d'autres sphères de l'économie en Chine. Et
dans d'autres grandes villes, dans une autre ville du sud de la Chine. Donc au sud de la Chine, Xinjiang, on a aussi cette génération spontanée qui vient de la base et qui vient induire des transformations dans notre politique industrielle nationale. Donc j'aimerais dire qu'il n'y a pas encore aujourd'hui de clarté suffisante quant à la politique industrielle que la Chine aurait du fait de dans le cadre de cette transformation numérique. Donc je pense qu'il faut clarifier quel sera le cadre politique. Et donc, il faut clarifier quelle est la politique que la Chine adopte pour son industrie du fait de la transformation numérique. Beaucoup de gens s'émeuvent de la protection des données personnelles. En Chine, tout le monde est convaincu que les données personnelles sont sans nul doute échangées entre les entreprises privées et le gouvernement. Donc il y a beaucoup d'inquiétudes quant à cela. La protection des données personnelles. Et la... You have to conclude, please. You have to conclude, please. Time is off. You have to conclude. Time is off. Oui, je vais conclure. Je vais conclure en résumant, si vous le voulez bien, ce que j'ai voulu mettre en avant. Tout d'abord, il faut garder à l'esprit qu'en Chine, il y a eu un manque de cadre politique ou de politique de la concurrence, de recommandations dans le domaine de la transformation numérique et du commerce électronique. Donc, là, vous voyez, les cadres, la politique étaient en retard sur ce qui a émergé dans notre économie. Et je crois qu'il y a maintenant des inquiétudes de plus en plus importantes concernant la protection des données et la question de la propriété de ces données. Et cette question, eh bien, il faut s'en saisir, la protection juridique de les propriétés des données et des données personnelles. You know, to create it, Il faut créer donc un système, un cadre juridique pour cette transformation numérique. Thank you, Joseon from Shanghai. China is not waiting for Occidental countries to move on. 5 points dans notre débat pour les minutes qui nous restent. J'ai recueilli vos principaux éléments de langage, comme on dit, avant de se retrouver aujourd'hui. Et le premier élément qui saute aux yeux, c'est qu'aujourd'hui, cette transition numérique pour les entreprises est quelque chose de non négociable, quelque chose d'incontournable. Ming Pokai, est-ce que vous êtes sur l'idée qu'on ne peut plus faire machine arrière sur cette question de la transformation numérique des entreprises? Mais Nicolas, la machine n'a jamais arrêté Enfin, maintenant, on dit accéléré, mais si tu le regarderas dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, il n'a pas si accéléré ou ralenti. En tout cas, la digitalisation, tu sais, c'est comme le corps et l'âme. Finalement, tu as oublié. Le corps, c'est physique, l'âme, c'est digital. D'accord? Et tu vis tous les jours avec. Et l'entreprise, que ce soit culturelle, la culture d'entreprise, etc., c'est digital. Au fond, il y a plein de choses digitales. Et la technologie avance en permanence, que tu veux ou tu ne veux pas. Donc aujourd'hui, parce qu'on est enfermé, du coup il faut acheter online, du coup tu as l'impression de tout accélérer. Mais que tu veux ou tu ne veux pas, en tout cas le monde continue. La nature fait, il est en partie digital. Pascal Imbert, là-dessus. Oui, je dirais quand même... Ceux qui ne veulent pas bouger le paieront quoi qu'il arrive. Alors, il n'y a plus d'issue.
et le Covid en a remis une couche. Ça, c'est mon deuxième point, mais on peut le lier directement. Non, mais le Covid en a remis une couche parce que les entreprises étaient déjà largement convaincues du fait que leur futur était digital. Mais en plus, avec la crise, le digital a montré une vertu supplémentaire, s'il y en avait besoin, c'est la vertu de la résilience. On a beaucoup parlé de résilience pendant le Covid, et on s'est rendu compte que le digital, c'était l'arme ultime des entreprises pour résister, pour s'adapter, pour être résiliente dans des périodes de stress extrême. Et c'est très important pour faire basculer, non pas les grandes entreprises qui étaient déjà très en mouvement, mais les plus petites entreprises qui se sont rendues compte que sans digital, il risquait de ne pas y avoir de futur. Pascal, quand on dit digital, vous mettez quoi derrière? Le fait d'avoir un site internet performant, le fait d'avoir des délais de latence très courts, le fait de basculer dans l'intelligence artificielle, de tout avoir dans le cloud, d'imaginer qu'on ajoute de l'IoT, c'est vraiment tout ça? C'est tout ça. C'est la manière de fonctionner interne des entreprises, c'est le business model de l'entreprise, le business model bien sûr de la banque de détail, de la grande distribution, des médias, mais comme le disait notre intervenant Junzang, l'industrie et même demain l'agroalimentaire va devenir digital à base de data, à base d'éléments permettant d'assurer la traçabilité. Donc partout, dans le business model, le digital commence à jouer un rôle fondamental. Et au-delà, je dirais, du business model de l'entreprise, de toute façon, le digital devient la référence pour la relation entre l'entreprise et ses clients, entre l'entreprise et son écosystème. Et c'est plus seulement une question de B2C. C'est également vrai dans le cadre du B2B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises, pour travailler efficacement entre elles, elles reposent sur des outils digitaux. Donc le digital, il est multiforme, multifacette, il s'assinue dans l'entreprise, dans les modes de fonctionnement, il transforme les modes de travail de l'entreprise, il transforme les modes de production, il transforme la supply chain des entreprises. Et donc c'est effectivement une irruption du digital à 360 dans les entreprises. Chacun intervient s'il veut rajouter un élément sur cette transition digitale incontournable. On en est à quel stade de développement, Pascal Imbert? Est-ce qu'on est embryonnaire? Est-ce que c'est encore un petit peu balbutiant? Est-ce qu'on commence à avoir déjà une prise de conscience générale de la part de toutes les entreprises, peu importe leur taille, qu'il faut y aller? Et quel est le degré de maturité, selon vous, de la transformation? Non, là maintenant, on est avant tout dans l'action. Grâce à Covid, en fait. On n'est plus dans l'expérimentation, on est dans l'action. Et je dirais même plus que, au-delà d'être dans l'action, pour les secteurs les plus avancés, le digital devient le cœur du business model. C'est-à-dire que c'est plus du digital à côté comme une voie alternative, ça devient le mainstream des entreprises. Et ce qui est très intéressant, c'est que à l'issue de cette crise, les entreprises ont été sous stress, donc elles s'adaptent, elles se transforment, elles se reprojettent sur le futur, et ça donne lieu à toute une nouvelle vague d'initiatives digitales, des initiatives digitales de deuxième ou de troisième génération, qui consistent à faire ça, à mettre de côté l'ancien business model et à reconstruire une entreprise autour du digital. Du digital et pas que du digital, parce que l'autre leçon de la crise, c'est la transition environnementale. Et donc, ça serait un peu court de terminera par ça. C'est un peu court de dire qu'on est dans une pure transformation digitale. Disons qu'il y a un nouveau paradigme avec deux phénomènes qui se combinent, qui sont l'urgence climatique et l'urgence digitale. Et c'est ça qui, aujourd'hui, drive toute une vague de transformation qui est en train de démarrer chez nos clients, grandes entreprises comme entreprises de taille plus modeste. Vous dites que ça devient un enjeu central des business models et plus un à côté. On évoquera tout à l'heure comment on accompagne, à la fois dans le conseil, mais à la fois dans le financement. Allez-y, je vous laisse réagir, Bertrand Rambaud. N'hésitez pas, Isabelle de Silva et Papa Amadou Sarr, si vous avez quelque chose à... Alors, allez-y. Non, je peux évidemment qu'adhérer à tout ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on le partage, nous, et moi j'ai mon regard de... Ah ben si vous nous dites que c'est pas important, là vous serez... De private equity. Je voudrais juste rajouter un point, c'est sur l'importance de l'innovation et de la tech aujourd'hui. Et là, pour le coup, on est en train de vivre, je trouve, une accélération de dingue. Moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier d'investisseur. J'ai jamais vécu ça. Alors oui, c'est une tendance qui était déjà là, mais elle s'accélère énormément. Et notamment dans notre pays. Enfin, c'est mondial, bien sûr, mais beaucoup en France. Je suis impressionné. Nous, on a une activité tech qui s'appelle Xence. Je suis impressionné par le nombre de projets. C'est 3000 projets qui arrivent par an. Là, ils ne sont pas tous éligibles. Mais surtout, la vitesse de développement de ces boîtes, l'argent qu'il y a pour accompagner ces affaires,
les valorisations qui en découlent. Et là, je pense que là, il y a un phénomène Covid d'accélération. Ah oui. C'est incroyable ce qui se passe. Nous, on a 25 boîtes dans l'innovation. On aura 4 licornes en fin d'année. On en a 3 aujourd'hui. Et ces boîtes, il y a 10 ans, elles n'existaient pas. Elles n'existaient pas. Donc je pense que ça influe tout le reste. Évidemment, et les ETI, les grands groupes. Mais ça part de là, et c'est une vraie chance pour la France, je pense. Donc ça part vraiment de là. Bertrand, quand vous parlez tech, quels sont les secteurs d'activité? Alors, et l'argent dont vous parlez, il vient d'où? Oui, alors, c'est du financement bancaire, c'est du private equity? Oui, alors tech, c'est beaucoup de rupture de l'usage. Hein. On n'est pas toujours dans la tech hard, c'est des usages. On a parlé du retail, enfin de la distribution, pardon. On a parlé sur tout ce qui est autour de la data, donc les fintech, voilà, donc toutes ces évolutions-là. Alors comment ça se finance? Oui, alors bien sûr en equity, pas en dette à ce stade. Et le point, alors effectivement ça c'est un point de vigilance, c'est certes il y a eu beaucoup de choses en Europe qui ont été faites en financement important aujourd'hui, mais nous on regarde nos boîtes dès qu'elles ont une certaine maturité. Il faut être clair, c'est des financements nord-américains qui arrivent, voire asiatiques. Donc ça c'est un sujet, c'est un vrai sujet pour conserver ces actifs en France, non par nationalisme primaire, mais par le besoin que ces boîtes se développent ici. Et je crois que s'il y a encore quelque chose qui manque, qui s'est pourtant amélioré avec Tibi, tout ce qui a été mis en place, mais c'est quand même le financement des boîtes quand elles arrivent à des niveaux late stage. Mais on a quand même devant nous une accélération de dingue. J'insiste parce que nous on le vit très en amont, mais Mpo était aussi beaucoup dans le venture, tu le vis beaucoup en amont, et il faudra qu'on trouve des capitaux européens avec le risque qui est en face, parce qu'il y a une culture de risque qu'on a moins en Europe par rapport aux États-Unis pour accompagner tout ça. Il y a une solution très efficace et radicale si on veut effectivement avoir des financements qui ne soient pas asiatiques ou américains. C'est que sur les 14 points de financement du système de retraite, on décide dans la future réforme que 4 points de ces 14 points dépendront plus de la répartition mais de la capitalisation. Et là, je peux vous assurer que vous avez une arme de financement massive. Bon, c'est un choix politique un peu compliqué. Isabelle de Silva, on est en train en fait de basculer sur notre troisième point, comment on les accompagne, comment on les finance, parce que l'accélération est évidente. Dans le e-commerce, 2020 a représenté 4 années de croissance. 4 années de croissance en une seule année à cause de Covid. Isabelle de Silva, allez-y. Oui, je crois que la transformation numérique des entreprises, la crise du Covid nous a montré une nouvelle dimension, une forme d'accélération peut-être qu'elle a amené sur le devant de la scène des évolutions qui étaient déjà là précédemment. Pendant longtemps, on a pu se demander est-ce qu'il y avait des secteurs qui restaient un peu exclus ou à côté de cette transformation numérique ou qui étaient moins impactés. En réalité, aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup. Je pense par exemple à l'industrie du luxe. Pendant longtemps, on a pensé que le luxe serait toujours vendu dans un magasin avec un environnement très spécifique. Aujourd'hui, même les plus grandes maisons de luxe vont sur la vente en ligne. Mais je crois que ce que nous a vraiment montré la crise du Covid, c'est qu'une entreprise ne pouvait pas survivre du tout si elle ne fonctionnait pas avec les visios, avec tous ces outils de travail qui ont permis aux uns et aux autres de continuer à fonctionner. Il y a eu une acclimatation du numérique, y compris pour des travailleurs qui n'étaient pas des télétravailleurs et qui ont dû se faire à ces nouveaux outils. On pourrait quand même dire aussi que la crise du Covid a remis sur le devant de la scène des pans de l'économie très concrets. Je pense au commerce de détail. Ce qu'on a vu au début du confinement, c'est les queues dans les commerces de détail pour aller faire les courses et finalement la notion de commerce essentiel. Il y a aussi eu quand même l'idée que le transport depuis la Chine, c'était un sujet vital et on voit toute cette nouvelle thématique qui est venue en Europe sur rapatrier de la production. Voilà, donc il y a le numérique, il y a aussi une réflexion sur qu'est-ce qui va rester d'essentiel dans le concret de l'économie. Et je trouve que ça, c'est une réflexion intéressante parce qu'elle est à la fois économique et sociétale. Demain, quels seront les choix de l'entreprise entre le tout virtuel? On entend aujourd'hui certains chefs d'entreprise penser que leur entreprise demain, ça sera tous les travailleurs chez eux en télétravail, qu'il n'y aura plus besoin de locaux, qu'il n'y aura plus besoin de voyages d'affaires ou de rencontrer les uns et les autres. Mais voilà, ce n'est pas un constat qui est partagé par tous. On voit aussi que se rencontrer dans des lieux comme celui-ci, ce n'est pas pareil que d'avoir une visioconférence. Et il y a quand même une plus-value à être ensemble. Donc, un autre exemple, on a parlé du commerce de détail. On a vu pendant le confinement, par exemple, certains petits commerces de détail en France essayer de créer un site de vente en ligne du jour au lendemain. Ce n'était pas toujours facile ni toujours évident, mais tout le monde était contraint de se virtualiser. Donc je crois vraiment qu'on est à un moment de bascule. On voit bien que les entreprises dans aucun secteur ne peuvent se passer des technologies numériques, mais il y aura aussi des choix sociétaux sur finalement jusqu'où on va dans le tout virtuel. Est-ce que ce modèle où on est chez soi, où on a des relations personnelles, familiales, amicales et de travail par les visioconférences, est-ce que c'est un modèle qui va se développer? Et peut-être pour terminer là sur l'une des leçons que je tire de cette crise, c'est un outil comme les visioconférences
c'est devenu tout d'un coup, voilà, à la fois quelque chose sans lequel on ne pouvait pas vivre ni travailler, mais on a aussi vu une expérience de concurrence en temps réel, parce que nous étions tous entre Zoom, Webex, Teams, et finalement on pouvait comparer les produits. Oui. Et donc voilà, donc ça c'est un point intéressant, parce que je reparlerai peut-être tout à l'heure si on a le temps des plateformes dominantes, mais on voit parler, aussi que la concurrence, y compris sur les outils numériques, c'est essentiel et que c'est au bénéfice des utilisateurs d'avoir le choix. Papa Amadou Sarr, sur cette volte-face du monde des entreprises, comment vous pouvez nous en parler au regard de votre expérience? Alors, je pense que la prochaine fois, je serai à Dakar. J'aurai plus de temps de parole. Et je suis d'avis. Bien devant la bouche le micro, Papa Amadou. Aujourd'hui, je pense que je vais raconter des histoires. Moi, je viens du gouvernement. Je suis ministre. Je m'occupe de financement des PME et des startups. Quand la crise a démarré, effectivement, il a fallu tout changer, faire du re-engineering, comme on dit, digitaliser toutes nos procédures, dématérialiser comment on travaille, les dépôts en ligne pour les gens qui demandent les financements, les paiements et même la livraison des produits que nous achetons. On a digitalisé tout le process. 1. 2. Les PME que nous accompagnons, c'est que Bertrand a dit tout à l'heure, extraordinaire dans le sens où je me suis rendu compte qu'en moins de 2 ans, j'ai investi pas moins de 10 millions d'euros dans des startups et PME tech. Argent public. Argent public. D'accord. En equity. En equity. En equity. Ah oui. oui. Et la Banque centrale m'a appelé une fois, elle me dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, j'accompagne des startups et des PME qui sont le futur de demain. Parce que j'ai une entreprise qui s'appelle Ion. C'était une startup qui a été créée il y a 3 ans. Aujourd'hui, qui est en train de lever 500 000 euros. Déjà, nous, on a mis 100 000 euros ou 80 000 euros. Et ils travaillent avec Orange pour développer tout leur système de santé digitale. Et il a gagné un marché avec le ministère de la Santé, etc. etc. Toutes les 20 startups pépites, comme je peux les appeler, ont eu à changer leur business model, à s'adapter. Et aujourd'hui, les entreprises les plus performantes au Sénégal, et je veux dire dans toute l'Afrique de l'Ouest, c'est celles qui sont dans la tech, celles qui sont dans l'intelligence artificielle, c'est celles qui sont dans la livraison, comme ils disent, pay as you go, flash automatiquement. Et ce qui est intéressant, et je vais terminer là, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte que toutes les entreprises qui viennent nous voir, il y a 10 à 20% de composantes tech ou digitalisation. C'est obligatoire. Sans cela, on ne vous donne même pas d'argent, parce qu'on s'est dit, OK, et quitte de post-Covid, on va y arriver. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que nous tous qui sommes là, c'est plus intéressant de rester à Dakar et d'être dans 2 conférences à Paris, Marseille, Londres, Washington, en simultané. Je zappe entre Zoom, comme il disait tout à l'heure, Webex, tout en restant sur place. Je ne paye pas beaucoup de billets d'avion, dans les hôtels, taxes carbone baissées, etc., etc. Et pour conclure, vraiment, ce qui est intéressant aujourd'hui, je me rends compte, avec ma place au niveau du gouvernement, la présidence de la République, je me bats tout le temps avec les différents ministres qui sont un peu plus réfractaires au numérique. J'allais vous demander justement si vous arriviez à avoir une position de ministre d'État, entre guillemets, par rapport à vos camarades. Alors, on m'appelle Monsieur 3.0, gouvernement 3.0. Donc c'est Papa Amadou Sarr 3.0 avec nous aujourd'hui. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, Nicolas, je terminerai par là, je me rends compte, comme l'a dit aussi bien Bertrand comme Katé, aujourd'hui, il faut y aller, surtout aux entreprises, je parle aux entreprises françaises. La plupart des ressources et des partenariats que j'ai pour accompagner les startups et PME sénégalaises, c'est des ressources qui viennent d'Amérique du Nord. Il y a 2 qui sont domiciliés dans le Delaware, et ces startups que j'ai accompagnées sont hostées aujourd'hui au MIT. Il y a 2-3 mois ou 4 mois, j'ai discuté avec Xavier Niel, pour ne pas les citer, BIC de BPI France. Il dit, oui, mais bon, on va voir l'Afrique, est-ce que c'est le futur? J'ai dit, OK, vous vous trompez. Avant-hier, on a inauguré un data center Tier 3 avec qui? Huawei. Vous n'êtes pas anti-Huawei? Je suis pro-Huawei, 100%. D'accord. Ming Pokai, par rapport à ce qu'on a dit jusque-là, je vous laisse réagir. Tu vois, on parle, tu vois, la façon qu'on parle, on est en train de franchir la porte. Mais finalement, on est déjà dans un univers que vous ne vous rendez pas compte, qui est complètement
digital et on accepte. Tu vois. KT en tant que praticien, on est en France, enfin en Europe. Nous investissons. Donc 2007, on a créé KT. Aujourd'hui, on gère 4,5 milliards. 4 milliards. Dont 2 milliards pour le venture. D'ailleurs, mes deux fondateurs, Édouard est là, et Denis Barrier, qui a créé KT Innovation avec moi, ils sont là. En 6 ans de KT Innovation, 13 unicornes, et pas n'importe lesquels, sur 3 continents. 13 licornes. Hein. 13. Une licorne est une entreprise valorisée au-delà d'1 milliard d'euros, mais non cotée. Alors, je commence par premier, Pinduoduo. Aujourd'hui, ça vaut 200 milliards de dollars. Glovo, c'est une grosse licorne. Glovo, 2 milliards 5 ou 3 milliards, je ne sais plus. En France, je parle de France. Non, bien sûr, il y a Cham, qui est néobanque, aujourd'hui 16 milliards de dollars. Et Leger, récemment, vient de réaliser le plus grand levée de fonds dans l'histoire de la France. 350 millions de dollars, un seul coup. Donc, continuer à distinguer purement géographique, l'argent vient de l'Europe, vient des États-Unis, vient de la Chine, n'a pas beaucoup de sens. Les ressources, le knowledge, c'est ce qui est le plus essentiel. Ce n'est pas l'argent, c'est la connaissance, savoir visionner, savoir qu'est-ce que c'est la prochaine étape. Et ça, ce n'est pas parce qu'en lisant les articles ou fait une résumé, c'est vraiment, il faut causer, c'est très physique, Nicolas. J'entends. Cette réflexion, c'est très physique. Bertrand on est allé dira ce qu'il créer en un pense. fonds en Afrique, avec Afrique Invest. 16 ans d'amitié avec Aziz Ziad, grâce à Daniel d'ailleurs. Et BPI, tout petit coup, toutes les banques, grandes banques de développement du monde entier, on a réuni ensemble, on crée un fonds de 150 millions de dollars. Ça va être un des premiers fonds innovation le plus grand. On a levé presque 100 millions. Donc si vous avez l'argent à investir, il ne faut pas hésiter, pour soutenir l'Afrique. Donc moi je voulais dire quoi, c'est que on voit cette utilité derrière toutes ces choses-là, il y a un mot-clé, utilité et impact positif. S'il y a vraiment une utilité, il y aura toujours innovation pour mieux servir les clients ou les besoins non satisfaits. Et dans cette histoire, derrière, il faut penser à la conséquence. Le sens de responsabilité doit aussi une forme de motivation. Tout KT, depuis la création, on a été vraiment, on est unique, parce que parmi nos investisseurs, bien sûr, il y a le fonds souverain, il y a les grandes familles, les banques, les compagnies d'assurance, mais on a rassemblé presque moitié de 40 Français. Ils sont investisseurs. D'ailleurs, mon premier investisseur, il est dans ça, la Valeo. Et nous travaillons ensemble dans l'esprit inclusif, c'est-à-dire les grands groupes doivent parler à les start-up. Start-up doit aussi trouver le moyen d'appliquer leur technologie, mais au sein d'une scène de vie, une scène d'industrie ou d'une application pour tester et pour scale. Et aussi le gouvernement, que ce soit avec les consommateurs, etc. Finalement, le monde de la frontière devient flou, très flou. Donc, quelque part, de continuer à distinguer, etc. Par exemple, la frontière, je reviens jusqu'au sujet, après je termine. La frontière, par exemple, aujourd'hui, on parle de la Chine, tu vois, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de tensions, etc. C'est pas sympa, enfin, pour moi et pour vous et pour tous. Au fond, si tu as un oiseau qui vole très haut, tu regardes sur la terre, où il y a la frontière. Est-ce qu'il a tracé une ligne? Non. Donc pourquoi je dois considérer, enfin quand je t'emmène à Nicolas en Chine, j'espère, à Shanghai, pourquoi tu dois considérer, toi, tu es un étranger? Ben, la Chine, c'est aussi la France. Et la France, c'est aussi la Chine, les États-Unis. Finalement, on est tous ensemble pour le même combat. Donc le combat est beaucoup plus grand que... J'aime votre enthousiasme, Ming Po Kai, que là, nous sommes tous dans le même combat, citoyens du monde, pour les mêmes objectifs. Non, c'est aimable, c'est aimable. Juste une réaction avant d'évoquer l'accompagnement très concrètement avec Pascal Imbert. La nationalité des capitaux, Bertrand Rambaud, ça ne compte pas? J'ai pas complètement la lecture, même lecture que Mimpo sur ce point-là. Bon, bien sûr, on est dans des mondes hyper interconnectés. Les boîtes venture, on n'est pas polarisé. Les boîtes venture doivent bosser avec des ETI, doivent bosser avec des grands groupes. Ils le démontrent tous dans leur approche. Et ce qui est top, c'est que le monde de l'entreprise familiale est en train d'aller vers ça. Mais on en parlera tout à l'heure. Et je pense que ça, ces bridges, ils sont absolument indispensables. Nos enjeux sont planétaires. On est tous d'accord. En revanche, moi, personnellement, j'ai la faiblesse de penser que d'avoir un capitalisme européen, je ne dis pas que français, mais européen quand même ici, solide,
pour tenir nos boîtes, pour pouvoir les garder, je dirais, dans cette région, même si les cerveaux sont mondiaux, me semble quand même quelque chose d'important pour garder ces richesses et ces valeurs ici, alors qu'on a des entrepreneurs tech dans ce pays qui sont top. On le vit tous les jours. Voilà, donc je trouve que trouver la ressource financière pour accompagner ces projets en Europe me semble quelque chose d'important, même si aujourd'hui on est tous très heureux de bénéficier des leviers évoqués par Mimpo. Nous sommes actionnaires de tout départ de Ledger, auquel tu faisais référence, qui a fait cette magnifique levée de fonds auprès d'investisseurs US il y a 15 jours. Bon, c'est génial, on en profite, la boîte en profite, c'est top. Voilà, ça serait bien qu'il y ait une offre européenne par rapport à ça, et vous êtes, sans nationalisme excessif. Vous êtes attaché également au fait que ces entreprises, une fois qu'elles ont peut-être passé la vallée de la mort ou à ce moment un peu compliqué du financement, le financement reste à peu près local, mais que la nationalité du tour de table aussi reste à peu près local. Tu sais, KT Innovation était le premier 3 sociétés de gestion certifiées TIBI. Donc finalement, je voulais dire, c'est pas que de mondialisation. Non, partout, il faut être local. KT, je crée KT en France. Je dis toujours, la France me fait un meilleur chinois. Mais ça n'empêche pas, je reste chinois. Tu vois. Donc, c'est ça, cette approche. Il faut être très local, contribuer à l'économie locale, avec les ressources locales, mais dans l'ordre d'esprit, il faut avoir cette fraternité, il faut cette générosité de partager. On a tous envie de ça. Vous disiez que vous étiez certifié quoi ? TIBI, le fonds, c'est des enveloppes qui ont été mises en place en France pour financer les boîtes Late Stage Growth, qui est une très belle initiative. On soutient la France. En gros, c'est ça. Anne, si vous voulez ajouter un mot, vous pouvez. Allez-y, Papadou. Je voulais rajouter un mot là-dessus. Monsieur le ministre, c'est à vous. Quand je parle aux startups, on fait les pitch day. Bien devant le micro. Quand on fait les pitch day avec les startups qui viennent des universités ou des grandes écoles d'ingénieurs, et on leur dit, il y a de la ressource. Qu'est-ce qu'ils me posent comme question ? Ils s'en foutent, excuse-moi le terme, que l'argent vienne du Sénégal, que l'argent vienne de Paris ou de la Chine. Quoi. Tout ce qu'il me dit, j'ai besoin de 5 000 € pour faire mon proof of concept. Et puis après, pour dépasser la vallée de la mort, pour scaler. Maintenant, que l'argent vienne de Maurice, de certains paradis fiscaux, ils s'en foutent, ils veulent juste faire du business. Bien sûr, Papa Amadou, mais seulement vous n'êtes pas un start-upper futur licorne, vous êtes membre d'un gouvernement qui a un objectif souverain, qui a une population à assumer, qui a un État-providence à financer. Vous n'avez pas exactement les mêmes préoccupations que le start-upper qui est ravi d'avoir ces 100 millions d'euros, qui soit originaire des Barbades, des Bermudes, de Grenadines ou du Delaware, le principal paradis fiscal américain d'où est originaire Joe Biden, c'est pas son souci. C'est pas son souci. Et aujourd'hui, pas que je le défends, on a une banque centrale. Mais vous, c'est un peu votre souci. Régulé. Ce que je veux dire là, aujourd'hui, je fais face à une concurrence mondiale. Oui, on est d'accord. Les startups, les PME, tous lèvent des capitaux et nous envahissent avec des produits et on devient des consumers. Nous, on veut devenir aussi des producteurs. Et pour produire, ces jeunes, je les amène à la Silicon Valley, je les amène à la MIT, à Stanford. Ils font des programmes comme Stanford Seed. Après, c'est des jeunes qui sont à Cape Town, qui sont à Paris, qui viennent. Et je ne peux pas leur dire, écoutez, je n'ai pas assez d'argent pour vous donner. Le marché de capitaux propres n'est pas très développé en Afrique de l'Ouest. Ils ne sont pas trop deep, comme ils disent, les fonds. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a quelqu'un qui veut te financer dans le Delaware. Il y a quelqu'un qui veut te financer à Fudan. Mais vas-y. Réinvestis au Sénégal. Pascal Imbert, alors, vous pouvez réagir sur tous financeurs du monde, hein, moi je suis d'accord. Et sinon, après, j'aimerais avoir votre regard sur... Bon, on a parlé de la nécessité la marche arrière impossible, mais après, il faut passer à l'acte. Il faut les accompagner, ces entreprises. Alors, il faut les financer, on vient d'en parler. Il faut aussi les accompagner. Ouais, il faut les accompagner. Je dirais, il ne faut pas seulement accompagner les entreprises à devenir digitales, il faut accompagner toutes les entreprises à entrer dans un monde qui s'est construit, qui est un monde digital. Quel que soit, le monde est devenu digital, quel que soit votre degré de maturité en termes de digital. Soyons très concrets, donnons des exemples, Pascal. Et donc, moi, ça tient en 3 mots. Finalement, la problématique du monde digital, qui n'est pas un monde de bisounours, hein, je ne voudrais pas passer pour un digital enthousiaste BA de ce qui est en train de se passer, c'est un monde avec ses règles et avec des nouveaux risques, des nouvelles règles du jeu. Il y a 3 mots, je pense qu'il faut avoir en permanence à l'esprit quand on pense au monde digital. C'est cybersécurité, c'est données et c'est innovation. Et si on ne maîtrise pas ces 3 mots,
difficile finalement de s'adapter à ce nouveau monde qui est en train de se construire. Cybersécurité, je vous fais pas un dessin, Wavestone est une boîte qui est très très réputée pour l'accompagnement des entreprises en matière de cybersécurité. Je vais vous dire, c'est impressionnant. Depuis 2 ans, nous faisons énormément de gestion de crise. Depuis 2 ans, l'accélération, c'est x2 tous les ans. Des crises majeures qui mettent à genoux des entreprises. Des crises majeures. Des crises qui mettent à genoux des entreprises pendant plusieurs jours, et sans doute, pour la plupart, avec des conséquences qui vont durer 1 an, 2 ans. Données, on n'a pas l'habitude, quand on vient du monde d'avant, de considérer que la donnée est le facteur de différenciation, l'avantage compétitif ultime. Et quand on parle de régulation, je pense que vous allez en parler. C'est le sujet dans 30 secondes. J'ai l'impression que le sujet de la donnée va devenir essentiel, mais déjà, il faut qu'on comprenne que la donnée est le facteur de différenciation, l'atout compétitif ultime, et c'est en cela que, accessoirement, l'industrie de la tech pose un problème de concurrence et de régulation, parce que, effectivement, l'accumulation des données chez un certain nombre d'acteurs, d'un très grand nombre de données chez un très grand nombre d'acteurs, fausse énormément le jeu de la concurrence à venir sur les nouveaux segments, les nouveaux services qui vont se développer. Et puis le troisième mot, c'est l'innovation. C'est le digital entraîne une accélération du cycle d'innovation, et les entreprises, pour arriver à s'adapter et à se développer, vont devoir être dans une démarche d'innovation qui n'est plus une démarche d'innovation discrète. Tous les 4 à 5 ans, il faut que je revoie, que je revisite, mais dans une démarche d'innovation qui s'accélère beaucoup plus fortement. Et donc on a un travail, je pense, très profond d'éducation, de sensibilisation, d'accompagnement, de prise de conscience de ces facteurs de succès qui vont devenir fondamentaux pour réussir dans le monde de demain. Et je pense que le sujet de former au digital, de sensibiliser les patrons au digital, c'est un truc qui est derrière nous. Aujourd'hui, c'est ce qui est surtout important, c'est de comprendre les règles du monde qui est en train de se construire autour de nous. Ce qui veut dire que cybersécurité, data, innovation, quand Wavestone accompagne une entreprise, c'est pas pour 2 mois, c'est sur la durée. Alors ça, c'est la très bonne nouvelle. Isabelle de Silva, c'est une question absolument centrale, on ne l'a pas encore ouverte, mais c'est essentiel. La question justement de la régulation, la question de la concurrence et la saine concurrence, et bien sûr la position européenne par rapport au match qu'elle regarde tel le filet au milieu de la table de ping-pong entre la Chine et les États-Unis. Je vous laisse aborder le sujet par le biais qui vous semble le plus pertinent. Merci. Alors, le numérique, on peut dire que c'est devenu le sujet numéro 1 pour les autorités de concurrence depuis plusieurs années, mais pour plusieurs raisons. D'abord parce que les modèles d'affaires des entreprises sont bouleversés, et donc notre métier, c'est de comprendre comment fonctionne la concurrence, quels sont les marchés pertinents. C'est par exemple en fonction de cela qu'on va autoriser ou non des grandes concentrations. Alors, pour donner 2 exemples d'industries qui ont été complètement transformées par le numérique, on peut penser à la presse papier, mutation vers le numérique, ou encore la musique. Aujourd'hui, on n'achète plus de CD et plus tellement de vinyle, même si c'est un peu à la mode. On consomme la musique en streaming. Donc ça change la façon dont les entreprises fonctionnent, et ça change aussi les marchés. Alors, après, quels sont les sujets que nous traitons, nous ? Il y a d'abord eu, il ne faut pas l'oublier, un aspect réglementation. Pendant longtemps, les nouveaux acteurs numériques se sont confrontés à des réglementations, à des acteurs en place. On peut donner un exemple célèbre en France, c'est celui des VTC. Quand ils sont arrivés en France, les taxis ont mis en avant les réglementations taxis pour les empêcher de fonctionner. Et voilà, ça a donné lieu à quelques bagarres réglementaires. Et on trouve aussi ça dans tous les domaines. La santé, la vente du livre, par exemple, avec la vente en ligne. Donc ça, c'est aussi un sujet pour les gouvernements important. Maintenant, quel est le sujet dont on parle aujourd'hui le plus ? Ce sont les grandes plateformes. Alors, c'est un petit peu paradoxal, car quand ces grands acteurs se sont créés il y a quelques années, ils étaient innovants, ils étaient perçus comme le petit pousset qui venait challenger le grand acteur en place. Je repense toujours à cette publicité sur le Macintosh contre IBM, où c'était vraiment la révolution Apple qui venait sauver le monde en apportant beaucoup d'innovation. Aujourd'hui, quand on entend le discours, y compris politique, et on peut penser à la campagne électorale des élections américaines, les GAFA sont devenus presque un problème en soi, et on considère qu'il faut les traiter de façon spécifique. Alors comment est-ce que nous voyons les choses ? Nous pensons que ce qui a changé, c'est que ces acteurs maîtrisent des critères de puissance extrêmement nombreux. Alors il y a les effets de réseau, bien sûr, parce qu'ils contrôlent des écosystèmes importants. Il y a la puissance financière. Par les revenus qu'ils dégagent, leur profitabilité, ils ont accès à un financement extrêmement facile que n'ont pas forcément d'autres entreprises qui ne sont pas Apple ou Google. Donc ça, ce sont des éléments qui se cumulent.
Mais ce qui est un peu nouveau, et c'est pour ça qu'il y a des nouveaux outils qui sont en train de se développer, c'est cette nouvelle façon de dominer un marché, ces nouvelles formes de dominance. Alors, on a élaboré deux règlements qui sont en cours de discussion au niveau européen, le Digital Services Act et le Digital Markets Act, qui sont intéressants parce qu'ils vont venir en complément de la régulation concurrentielle et avec l'idée qu'il faut cibler certains acteurs et leur appliquer des règles à eux seulement. Ce qui est un peu nouveau, alors on avait déjà ça dans le droit de la concurrence parce qu'on impose des obligations spéciales aux opérateurs dominants, mais l'idée avec ce nouveau texte, c'est de cibler des comportements bien précis. Par exemple, le self-preferencing, donc le fait de se donner à soi-même un traitement plus favorable qu'aux autres, l'accès aux données, l'interopérabilité. Et ce qui est intéressant, c'est finalement qu'il y a beaucoup de choses que ces entreprises offrent qui sont des services très innovants, mais on va essayer de cibler ce qui freine l'arrivée des concurrents, l'innovation. Alors, pour donner un exemple concret, aujourd'hui, beaucoup d'activités passent par les smartphones. Et il y a un débat qui est présent devant la Commission européenne sur l'accès à l'antenne NFC de l'iPhone, car aujourd'hui, avec Apple Pay, on se sert de l'antenne NFC de son smartphone, mais d'autres acteurs voudraient proposer des services financiers et Apple leur refuse, en tout cas, l'accès qui leur permet d'offrir les services Apple Pay. Ça, c'est des problématiques qu'on a maintenant dans tous les secteurs d'interopérabilité, d'accès aux données, et donc ça oblige à avoir des nouvelles réflexions pour avoir une réglementation qui reste proportionnée, donc qui ne pèse pas, qui n'empêche pas cette innovation, mais qui la rende aussi concrète. Et donc les problématiques, on retrouve des problématiques de la vieille économie, c'est s'assurer qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et que tout le monde pourra venir concurrencer demain Google, Apple, pour être peut-être demain le nouveau Google ou le nouvel Apple. Donc ça, c'est quelque chose, nous sommes très engagés dans cette discussion pour ces réglementations, mais nous pensons aussi qu'avec le droit de la concurrence, on peut faire beaucoup. Bon, par exemple, on a rendu récemment une décision en matière de publicité en ligne qui portait très spécifiquement sur ce nouvel écosystème de la publicité en ligne programmatique ciblée dont parlait Anne Perrault. Et c'est ça aussi le sujet, c'est d'aller sur ces nouveaux secteurs de l'économie qui n'existaient pas hier, qui sont certes très complexes, mais qui créent de la valeur. Et peut-être une chose qu'on peut rappeler, c'est que dans ces nouveaux secteurs numériques, on a des croissances à 2 chiffres qu'on n'a pas toujours dans l'ancienne économie. Donc c'est aussi un facteur de croissance pour l'économie que de favoriser ces secteurs de l'économie pour qu'ils puissent continuer à innover. Isabelle de Silva, vous avez utilisé plusieurs termes qui m'amènent cette question. Il y a des réflexions sur, et nous allons essayer de... Mais ils ne nous attendent pas, ils ne sont pas en train de réfléchir et d'essayer. Non, je crois qu'on a déjà beaucoup... Vous les connaissez, ces procédures en justice contre des géants du numérique américain qui en sont à la 7e, 8e année? Alors, c'est un domaine où je pense que l'Europe peut plutôt faire valeur d'exemple, y compris aux États-Unis, où aujourd'hui il y a une grande interrogation sur le fait que les outils antitrust ne sont pas assez efficaces, n'ont pas été assez utilisés. C'est au menu du Congrès actuellement, ce dont vous parlez. On regarde vers l'Europe et c'est vrai que le problème que vous soulevez, le constat a été fait. Je crois qu'aujourd'hui nous avons changé. Pour donner un exemple, dans l'affaire de Google et des droits voisins des éditeurs de presse, en 4 mois nous sommes intervenus pour enjoindre à Google de négocier avec les éditeurs de presse. Et c'est cette réactivité, cette capacité d'agir vite qui est nécessaire pour le régulateur concurrence que nous sommes. Mais pour tous les autres régulateurs, la CNIL, enfin, toutes ces règles d'ordre public qui sont nécessaires dans nos sociétés et nos économies, je crois que nous sommes heureusement dans un monde différent que nous ne l'étions il y a 5 ans, où il faut agir très vite. Alors, faut-il aller jusqu'à une action préventive? C'est un peu le débat du Digital Markets Act, mais en tout cas, être très réactif et trouver la bonne intervention sans vouloir tout réglementer, ce n'est pas le sujet, il faut laisser cette économie numérique fonctionner un peu librement, mais lorsqu'une ligne rouge est franchie, intervenir plus rapidement que ce n'était fait par le passé. Si on a le temps, j'aimerais bien qu'on dise un mot aussi du RGPD, parce que je crois qu'on clique tous, j'accepte, dès que ça apparaît sans lire évidemment quoi que ce soit, des conditions générales d'utilisation. Papa Amadou, réagissez là-dessus, ensuite on évoquera un dernier aspect, peut-être le RGPD, et puis vous êtes 3 quand même à avoir mis numérique et transition écologique côte à côte, ça m'intéresse. Alors, moi, je voudrais un peu être provocateur. Allez-y. Moi, je suis gouvernement, je dois être plus proche d'Isabelle. Mais il y a quoi, 2016, 2017, je travaillais à la fondation Bill Gates, à Seattle. Bill Gates, il vient, il s'assoit, on discute avec... Bien devant la bouche à Papa Amadou. Avec les avocats, on était en pleine période Ebola pour... le nouveau vaccin qui devait être découvert. Il dit aux gars, innovate. I don't care, put $1 billion, do whatever you can. I just want to find the next vaccine.
faites ce que vous voulez, investissez des millions de dollars, je veux qu'un nouveau vaccin soit trouvé. Sur la réglementation, il dit I don't give a shit, excusez-moi le terme. Il m'a dit I have 1000. Il a répondu j'ai 1 millier d'avocats qui m'ont suivi. Avocats qui travaillent pour moi, qui accompagnent depuis Microsoft jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des lawsuits, des poursuites, j'en ai connu. Mais j'ai les principaux avocats, les grands cabinets qui m'accompagnent à les faire tous des jouets. Et comme tu disais tout à l'heure, ils gagnent à tous les procès, à tous les coups, ou s'il se fait une amende, il les paye, il passe à autre chose. 80 milliards de dollars de fonds endowment qu'il a mis pour réinvestir dans l'innovation, dans la tech. Bon, allez. Pour dire, aujourd'hui, je suis membre d'un gouvernement, mais je me bats tous les jours avec la Banque centrale qui régit les fintech chez nous. On a une banque centrale, excusez-moi le terme, un peu rigide, qui régule 8 pays. Et aujourd'hui, on est à la traîne derrière le Rwanda, le Kenya ou autres. Et j'ai été provocateur, je ne sais pas pourquoi je voulais sortir ça, j'ai lancé ma propre carte d'AirPay. Et je n'ai pas le droit. Ah, c'est la carte, d'accord, de... Oui, très bien. Alors, J'ai pas- DRP, c'est l'entrepreneuriat rapide hein, pour... Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, la Banque centrale m'appelle, mais vous n'avez pas le droit de faire du crédit digital, vous n'avez pas le droit, il n'y a pas de réglementation. oui, Comme vous il n'y a n'avez pas pas de le droit. réglementation, je le Mais fais. Vous n'avez pas le droit. Oui, mais après, maintenant, ils sont en train de Vous s'adapter. n'avez pas de licence bancaire. Non, Oh. mais je l'ai fait, ça marche. Non, c'est très bien. pourquoi je l'ai fait? Ouais. Parce que moi, j'avais en face des startups, PayJunia, Payall, tous, CalPay, qui utilisent des technologies, des QR codes, de blockchain pour faire des achats. C'était extraordinaire. Et toutes ces entreprises, on vient en banque centrale, on dit non, vous n'avez pas le droit, vous ne faites pas de paiement, c'est pas possible, le crédit digital. J'ai dit, écoutez, venez, vous ne pouvez pas lever de l'argent parce que la banque centrale vous met des réglementations. Moi, j'ai mis 2 millions d'euros, je vous finance tous et vous allez développer des technologies de paiement. Et ça marche. Et quand je l'ai fait, aujourd'hui, je peux vous dire que le gouverneur de la Banque centrale, in person, m'appelle. Bon, monsieur le ministre, vous savez, on ne peut pas aller au-delà des réglementations. On ne peut pas aussi aller contre le gouvernement. On va essayer de voir comment encadrer tout cela avec vous. J'ai dit, ben, très bien, appelons le jeune, appelons le start-up, travaillons avec eux, donnons les moyens de les accompagner. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'ère de design and do. On est dans l'ère du Tu es un do. peu en avance, tu es un peu Ouais. en avance, c'est bien, c'est très bien. Vraiment, Bertrand Rambaud, en guise de teasing, parce qu'on n'a plus le temps de développer, je croyais qu'on avait jusqu'à 55, mais visiblement c'est 50. Vous avez, vous, considéré que le numérique était un allié de la transition environnementale. En un mot, qu'est-ce que vous voulez dire sans développer, parce que malheureusement on ne le peut pas. Et le RGPD Qu'est-ce que je veux dire sera épargné très, aujourd'hui. très, très rapidement. On a tous dit, on est tous au moins d'accord sur ce point-là, que le digital était un enjeu depuis 5 à 10 ans. Il est engagé aujourd'hui. Ceux qui ne se font pas disparaîtront. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est tous les enjeux autour de l'environnement. On le sait tous, on le vit au quotidien. Il va y avoir des conséquences extrêmement fortes dans nos business models, à nous tous, la taxonomie, les enjeux sur les flux. Tout va être profondément transformé avec des coûts réglementaires. On doit absolument, nous tous, dans tous nos business, intégrer ces grandes évolutions. Et donc moi, mon propos, il est très simple. C'est que le digital, il ne va pas apporter toutes les solutions, mais est un allié par rapport à ça, D'accord. avec les craintes qu'on connaît, mais c'est un allié. Alors on a tous l'exemple en tête du travail en remote, mais tout ce qui est autour de ça. Parce que je pense que c'est le big enjeu. Et moi, aujourd'hui, il y a une ligne de métier dans laquelle j'investis, c'est la transition énergétique au sein de notre groupe. Et on veut faire la même chose qu'on a fait avec grand succès dans le digital. Voilà nos enjeux en 4 mots. Vous pensez que le SG, c'est pas du greenwashing, si j'ai bien compris. C'est pas du greenwashing. Je le pense aussi. Je pense qu'on est à un niveau de c'est dans maturité avancé. l'intentionnalité, Ouais. c'est dans l'intentionnalité, dans le mouvement, dans l'action, beaucoup plus que dans la collecte de data demain. Pascal Imbert, c'est assez convaincant quand même les propos de Bertrand. C'est convaincant, mais c'est pas complet. Le digital est un levier pour affronter la transition environnementale. C'est aussi une menace. Et je vais dire quelque chose de très simple. À usage constant, bien sûr, le digital permet d'optimiser l'empreinte environnementale. Mais le problème, c'est que le digital crée des nouveaux usages et qu'on ne sait pas qui va l'emporter, quel est le trend de qui va l'emporter. Aujourd'hui, le digital, c'est 4%
des émissions de gaz à effet de serre d'après The Shift Project. C'est un chiffre qui vaut ce qu'il vaut. Ça ne paraît pas énorme, mais par contre, ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que c'est une progression de 9%. Ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi. Peut-être qu'on substitue dans le monde digital des impacts. C'est le solde net ailleurs. qui est difficile à estimer. Oui. Donc c'est difficile à estimer, mais je pense que la prudence devrait nous inciter à réfléchir dès aujourd'hui à aussi faire preuve de frugalité dans le domaine du digital. Et aujourd'hui, très pragmatiquement, quand vous êtes une entreprise, vous regardez votre empreinte carbone. Le digital, petit à petit, est en train d'émerger comme une des sources d'empreinte carbone que vous n'arrivez pas à maîtriser. Donc, mais moins que le reste quand même. Moins que le reste quand même. Cet indice doit nous inciter sans doute à la prudence et à utiliser le digital pour ce qu'il peut apporter, tout en évitant d'être béat sur le fait que c'est une solution qui, par elle-même, va apporter une réponse aux défis auxquels on est confronté. C'est terminé, donc comme on n'a pas le temps d'évoquer le RGPD, on clique tous « J'accepte ». Merci à tous. Merci Isabelle de Silva, Ming Pokai, Pascal Imbert, Bertrand Rambaud, Papa Amadou Sarr, Monsieur le Ministre, et Jun Zhang, thank you from Fudan. Merci Anne Perrault, on n'a pas le temps de conclure davantage, et on passe à la suite. Voilà. Merci Nicolas. Si vous vous intéressez au financement, il y a une super table ronde sur l'Union des marchés de capitaux en Europe avec mon camarade Emmanuel Le Chypre dans la matinée.